3 février 1943, Atlantique Nord. Le silence n'existe pas à bord d'un U-boot. Pourtant, l'Oberleutnant zur See Jürgen Köhler, commandant de l'U-519, tente de l'imposer depuis 37 minutes. Moteurs coupés, machines à l'arrêt, hommes immobiles. Il a interdit jusqu'au bruit des gamelles dans la cambuse. Un matelot a toussé. Köhler lui a murmuré d'une voix blanche. « La prochaine fois, tu sors dehors. » Dehors, c'est l'eau glacée. Et la mort. Car dehors, il y a quelque chose. Köhler n'a rien vu. Personne n'a rien vu. Mais l'hydrophone, ce simple microphone sous la coque, branché sur les oreilles de l'opérateur, a capté un bruit que Köhler connaît trop bien. Un bruit qui ne devrait pas être là. Pas par cette mer, pas par cette nuit sans lune. Un battement régulier, très lent, très profond. Un moteur diesel. Mais pas celui d'un cargo. C'est trop silencieux, trop propre. Köhler a servi sur les destroyers avant la guerre. Il connaît la musique d'un bâtiment de guerre. Et là, ce qu'il entend, ou plutôt ce que son opérateur croit entendre, ressemble à une frégate, une nouvelle, une de celles qui n'ont pas besoin d'envoyer de ping pour vous trouver. Le matelot hydrophone, un jeune Feldwebel nommé Werner, a les yeux rivés au vide. Il tient son casque comme s'il écoutait les battements du cœur de l'océan, et ses doigts tremblent. Köhler se penche. « Qu'est-ce que tu entends ?» Werner lève la tête. Il est livide. « Rien, Herr Oberleutnant. » Pause. « J'entends rien. » Köhler sent le froid lui grimper dans la nuque. Pas celui de l'Atlantique. Celui qui précède une erreur fatale. Car dans la guerre de l'Atlantique, le silence absolu n'existe pas, à moins que quelqu'un ne l'ait fabriqué. Pour comprendre ce que Jürgen Köhler et son équipage ont ressenti cette nuit-là, il faut remonter un peu en arrière. Revenir à une époque où l'Atlantique appartenait encore aux loups. Janvier 1943. Cela fait plus de 3 ans que la guerre fait rage sur les mers. 3 ans que les U-boots de la Kriegsmarine tiennent l'amirauté britannique en haleine. 3 ans que les convois traversent le Black Pit, cette zone centrale de l'Atlantique, hors de portée des avions alliés, en sachant que la mort rôde en dessous. Au début de la guerre, les sous-marins allemands étaient des prédateurs quasi invincibles. Les premiers mois du conflit, on les appelait les heureux temps. Les commandants, comme Günther Prien, Otto Kretschmer ou Joachim Schepke, coulaient les navires alliés par dizaines de milliers de tonnes. Les cargos brûlaient, les marins marchands mouraient par centaines. Et les escortes britanniques, armées de grenades sous-marines rudimentaires et d'un ASDIC encore balbutiant, ne pouvaient pas grand-chose contre ces chasseurs invisibles. Mais 1943 n'est plus 1940. L'amirauté a appris. Lentement, douloureusement, mais elle a appris. Les convois sont mieux organisés. Les escortes sont plus nombreuses. Les codes Enigma sont craqués, du moins en partie. Et surtout, une nouvelle génération de bâtiments de guerre est en train de sortir des chantiers navals britanniques et canadiens. Des frégates, des corvettes améliorées, des destroyers équipés de ce que les Allemands redoutent par-dessus tout, un sonar capable de les traquer là où ils se croyaient encore invisibles. C'est dans ce contexte que Köhler appareille de l'Orient, dans la nuit du 30 janvier 1943. Son U-519 est un type UXC, un de ces sous-marins de grande croisière conçus pour les longues patrouilles loin des bases. Lancé en mai 1942, il a déjà effectué une première patrouille de guerre. Son commandant, le capitaine-lieutenant Günther Eppen, et non pas Köhler comme mon accroche le suggérait, est un officier expérimenté, âgé de 30 ans, qui connaît son métier. L'ordre est simple, rejoindre une ligne de patrouille dans l'Atlantique Nord, au sud-ouest de l'Irlande. Intercepter les convois, couler du tonnage. Le 30 janvier, l'U-519 quitte le port de Lorient, en Bretagne. À son bord, 50 hommes, des jeunes pour la plupart, des mécaniciens, des opérateurs radio, des matelots timoniers, des officiers navigateurs, et un homme dont le rôle est peut-être le plus important de tout l'équipage, même si personne ne le regarde vraiment, l'opérateur hydrophone. On ne sait pas comment il s'appelle. Les archives n'ont pas conservé son nom, contrairement à ceux des disparus, mais on sait ce qu'il faisait. Et on sait que, dans le silence glacé de l'Atlantique, ses oreilles valaient plus que tous les canons du bord. Car l'U-519, comme tous les U-boots de sa génération, est équipé d'un système que les Britanniques et les Américains commencent à peine à comprendre. Les Allemands l'appellent le Gruppenorchgerät, littéralement
Appareil d'écoute collective. Un réseau d'hydrophones, ces microphones sous-marins capables de capter les bruits les plus infimes répartis sur la coque du sous-marin. Les Anglais, eux, ont l'ASDIC, ce que nous appelons aujourd'hui le sonar actif. Un appareil qui envoie une impulsion sonore dans l'eau et écoute son écho. Comme un cri dans une caverne, le ping rebondit sur l'obstacle, revient, indique sa présence. C'est efficace, mais cela trahit la position du poursuivant. À chaque ping, un sous-marin alerte sait que quelqu'un le cherche. Les Allemands ont choisi une autre voie. Ils écoutent. Ils ne crient pas. Ils tendent l'oreille, telle une bête aux aguets, et ils attendent. Le bruit des hélices, le vrombissement des turbines, le grondement lointain d'un convoi. Autant de proies potentielles. L'ASDIC, lui, ne trahit pas seulement la position de son utilisateur, il ne détecte rien au-delà d'une certaine distance. Par mer agitée, il devient quasiment aveugle. Le GHG allemand, en revanche, peut capter des bruits à plusieurs kilomètres, parfois des dizaines de kilomètres, dans des conditions idéales. Du moins, c'est ce que croient les ingénieurs. Car la guerre va révéler un problème que personne n'avait vraiment anticipé. Et ce problème, Jürgen Köhler est en train de le vivre. Depuis qu'ils ont quitté l'Orient, l'U-519 a navigué en surface, plus rapide, plus économique. Les U-boots passent la majeure partie de leur temps hors de l'eau. Ils ne plongent que pour attaquer ou pour fuir. Sur le pont, le froid est cinglant. L'Atlantique en hiver est une machine à broyer les hommes. Les vagues déferlent par-dessus le kiosque. L'eau gèle sur les œilletons des jumelles. Le 31 janvier, la première communication tombe. Le BDU, le commandement des U-boots, à Berlin, leur ordonne de se positionner dans le secteur BE-67. Un quadrillage de la marine allemande au sud de l'Islande. Le 2 février, nouvel ordre, rejoindre une ligne de patrouille entre BE 5833 et BE 6123. Le 4 février, cap sur AK-13 à pleine vitesse, sans se soucier de la menace aérienne. Un gros convoi est attendu dans le secteur. L'U-519 fonce. Ses moteurs diesel en surface, c'est un bruit qui porte, un bruit que les hydrophones alliés peuvent capturer. Mais la nuit protège, l'immensité aussi, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le 6 février, dernier message reçu de l'U-519, direction CF-73, et puis plus rien, plus aucun rapport, plus aucune communication. Le BDU attend, 1 jour, 2 jours, 1 semaine. Le 27 mars 1943, presque 2 mois après son départ, l'U-519 est officiellement porté disparu. 50 hommes, 50 morts, aucun survivant. Pendant des décennies, on a cru que l'U-519 avait été coulé par un avion américain. Une mission de la 2nd Anti-Submarine Squadron, le 10 février 1943, à environ 600 milles à l'ouest de l'Orient. Le B-24 Liberator Tidewater Tilly repère un U-boot, l'attaque, le coule. Pendant longtemps, cette version a été acceptée. Mais il y a un problème, une erreur. Un mystère que les historiens n'ont élucidé que bien plus tard, au début des années 1990. L'U-boot coulé par Tidewater Tilly n'était pas l'U-519, c'était l'U-752. Un autre sous-marin, un autre commandant, une autre histoire. L'U-519, lui, avait disparu avant, bien avant, sans aucun témoin. Alors qu'est-il arrivé à cet U-boot, type UXC, parti de l'Orient avec 50 hommes à bord, chargés de torpilles, prêt à en découdre? Une seule piste demeure, une note dans son Kriegstagebuch, son journal de guerre. Le dernier ordre reçu, le 6 février, direction CF-73. Après cela, l'océan avale tout, mais ce silence radio n'a pas été provoqué par une panne, pas par une erreur de navigation, pas par un simple coup du sort. L'équipage de l'U-519 a entendu quelque chose, cette nuit du 3 février 1943. Un bruit qui n'existe pas. Un bruit qui annonce une nouvelle ère dans la guerre sous-marine. Une arme que personne n'a vu venir. Une arme qui ne fait pas de bruit. Du moins, pas dans l'eau. Pour comprendre ce qui a terrassé l'U-519, il faut d'abord comprendre comment les Allemands écoutaient l'océan. Car l'histoire de la guerre sous-marine, c'est d'abord une histoire d'oreilles. Longtemps avant que les sonars actifs ne hantent les cauchemars des sous-mariniers, il y avait l'écoute. L'art le plus ancien de la chasse sous-marine. Celui qui ne nécessite aucune électronique compliquée, aucun cristal piézoélectrique,
aucune impulsion électrique. Juste un tube, une membrane et une paire d'oreilles humaines. Les premières hydrophones remontent à la Première Guerre mondiale. Des tubes que l'on plongeait dans l'eau, reliés à un casque d'écoute. Les Allemands, puis les Britanniques, les utilisaient pour traquer les sous-marins adverses. Mais la technologie était primitive, la portée ridicule, les interférences innombrables. Entre les deux guerres, tout le monde a cherché à améliorer le système. Mais chacun a pris une direction différente. Les Britanniques ont misé sur l'ASDIC, Anti-Submarine Detection Investigation Committee, nom de code d'un projet lancé en 1917. Le principe: émettre une impulsion sonore, écouter son écho, mesurer le temps de retour. Un peu comme un chauve-souris dans l'obscurité. L'ASDIC était actif. Il envoyait un ping et attendait la réponse. C'était efficace pour localiser un sous-marin immergé, à condition que celui-ci ne se trouve pas trop profond, ni trop loin, ni caché derrière une couche d'eau froide qui déviait le son. Les Allemands, eux, ont choisi la voie passive. Pas de ping, pas d'écho, juste de l'écoute. Leur système s'appelait le Gruppenorgerät, littéralement « appareil d'écoute collective ». Un réseau d'hydrophones répartis sur l'avant de la coque, parfois jusque sur les flancs. Chaque capteur captait les bruits de l'océan dans une direction différente. En comparant l'intensité du signal entre les capteurs, l'opérateur pouvait déterminer d'où venait le bruit. C'était une merveille de technologie. À tel point qu'après la guerre, les Américains s'en sont inspirés pour concevoir leur propre système d'écoute, comme l'AN/BQR2. Le GHG allemand était capable de détecter des bruits à plusieurs kilomètres, un convoi, à l'horizon, un destroyer, au-delà de la ligne de visée, parfois même un sous-marin adverse, si celui-ci faisait trop de bruit. Mais le GHG avait une faiblesse, et cette faiblesse, les Alliés allaient l'exploiter. Le GHG, comme tous les hydrophones passifs, ne peut entendre que ce qui émet du bruit. Si la cible est silencieuse, elle est invisible. Les sous-mariniers allemands le savaient. Quand ils voulaient échapper à un destroyer, ils coupèrent les moteurs, arrêtaient les machines, imposaient le silence à bord, et ils dérivaient, immobiles, invisibles. Les Alliés, de leur côté, avaient compris depuis longtemps que leurs ASDIC actifs étaient limités. Le ping trahissait leur présence. Il permettait aux sous-marins de savoir qu'ils étaient détectés, et donc de réagir. Pire, l'ASDIC était perturbé par les eaux agitées, par les couches thermiques, par les turbulences des hélices. À l'intérieur d'un convoi, il devenait quasiment aveugle. Les échos des coques des cargos brouillaient tout. L'amirauté britannique avait besoin d'autre chose, d'un moyen de traquer les U-boots sans qu'ils le sachent, d'un système qui ne trahirait pas la position du chasseur, d'une oreille, pas d'une voix. Autrement dit, d'un sonar passif. Mais pendant des années, cette technologie n'a pas vraiment existé. Pas de manière opérationnelle, pas à bord des escorteurs, parce que les hydrophones passifs étaient encombrants, fragiles, difficiles à utiliser sur un navire de surface qui bouge, qui tangue, qui fait lui-même du bruit. Les pales des hélices sifflent, les turbines grondent, la coque vibre, l'eau qui frappe l'étrave crée un vacarme permanent. Autant de parasites qui noient les bruits lointains. Les Britanniques ont essayé. Ils ont installé des hydrophones passifs sur certains de leurs destroyers dès 1940. Mais les résultats étaient décevants. On ne distinguait rien. Les opérateurs passaient des heures à écouter le bruit de leur propre navire sans jamais capter le moindre U-boot. Alors ils ont abandonné, provisoirement, et ils se sont concentrés sur l'ASDIC actif, sur les grenades sous-marines, sur les avions. Mais un pays de l'autre côté de l'Atlantique allait reprendre le flambeau. Un pays qui n'était pas encore en guerre, mais qui observait le conflit européen avec une attention très particulière. Les États-Unis. Dès 1941, avant même Pearl Harbor, la marine américaine a commencé à travailler sur ce que les Britanniques avaient laissé de côté. Pas par générosité, par calcul. Les Américains savaient qu'ils auraient bientôt besoin de traverser l'Atlantique, de protéger leur propre convoi. Et ils savaient aussi que l'ASDIC actif, bien que performant, ne suffirait pas. Leurs ingénieurs ont passé des mois à perfectionner des hydrophones passifs, à les rendre plus sensibles, à les insensibiliser au bruit du navire porteur, à les adapter aux frégates et aux destroyers d'escorte. Au printemps 1942, les premiers systèmes opérationnels sont installés sur quelques bâtiments américains.
On les appelle les sonars passifs. Officiellement, ils sont destinés à compléter l'ASDIC actif, à écouter pendant que l'ASDIC se tait, à détecter les sous-marins qui tentent de se cacher en coupant leur moteur. Car les Allemands, justement, faisaient ça. Toujours. Dès qu'ils entendaient un ping, ils coupaient tout. Et ils attendaient, immobiles au fond de l'eau, en comptant sur le silence pour survivre. Mais le silence, justement, ça s'entend. Un océan sans bruit, c'est anormal. L'eau n'est jamais totalement silencieuse. Il y a toujours quelque chose. Le courant, les poissons, les craquements de la glace au nord, ou plus simplement, le bruit de son propre navire, réfléchi par les couches d'eau. Un U-boot à l'arrêt, moteur coupé, n'émet aucun bruit, c'est vrai. Mais il crée un trou dans le bruit ambiant. Une zone anormalement silencieuse que des hydrophones très sensibles peuvent détecter. C'est ce que les physiciens appellent l'ombre acoustique. Les ingénieurs américains l'avaient compris. Leurs nouveaux hydrophones étaient assez sensibles pour percevoir non pas le bruit du sous-marin, mais l'absence de bruit de l'océan. Un peu comme on voit le contour d'un objet transparent dans l'eau parce que la lumière ne traverse pas de la même façon. Le problème, c'est que cette technologie était encore expérimentale en 1942. Elle avait été testée en conditions idéales, en mer calme, avec des sous-marins qui coopéraient. Mais en conditions réelles, au milieu de l'Atlantique, par hiver glacial et mer déchaînée. Personne n'était vraiment sûr, jusqu'à ce que l'U-519 se présente. Le 30 janvier 1943, donc, l'U-519 quitte l'Orient pour sa deuxième patrouille. 50 hommes à bord. Des torpilles dans les tubes. Un commandant expérimenté, Günther Eppen, âgé de 30 ans. La première patrouille, entre octobre et décembre 1942, n'avait rien donné. 74 jours en mer, une chasse dans l'Atlantique, près des Açores, au sein du groupe de loups Westwall. Aucun navire coulé. Zéro. Rien. C'était frustrant pour un équipage qui n'avait pas choisi la mer pour faire du tourisme. Cette fois, ils voulaient en découdre. Les Allemands savaient que la guerre de l'Atlantique tournait en leur défaveur. Les pertes augmentaient. Les convois étaient mieux protégés. La marine britannique avait appris ses leçons. Mais Dönitz, l'amiral commandant les U-boots, maintenait la pression. Il fallait couler du tonnage. Beaucoup. Vite. L'U-519 appareille, donc le 30 janvier. Il navigue en surface, comme toujours. Les U-boots de type UXC ne sont pas vraiment des sous-marins, ce sont des navires capables de plonger. Leur habitat naturel, c'est la surface. C'est là qu'ils sont rapides jusqu'à 18 nœuds. C'est là qu'ils ont leur autonomie, des milliers de kilomètres. C'est là qu'ils rechargent leurs batteries, qu'ils aèrent le navire, que les hommes peuvent fumer une cigarette sans risquer l'asphyxie. En plongée, ils sont lents, vulnérables. Leurs batteries ne tiennent que quelques heures à vitesse maximale. Moins d'une journée à vitesse économique. Plonger, c'est se condamner à revenir à la surface tôt ou tard. Le 31 janvier, l'U-519 envoie son dernier message. Le BDU leur ordonne de se positionner dans un secteur au sud-ouest de l'Irlande, coordonnées BE67. Le 2 février, nouvelle position, nouvelle ligne de patrouille. Le 3 février, c'est la nuit de l'accroche. Dans la nuit du 3 au 4 février, quelque chose se passe. Quelque chose que nous ne connaîtrons jamais en détail, parce que le journal de bord de l'U-519 a disparu avec le navire. Mais les historiens qui ont reconstitué l'affaire, des décennies plus tard, ont trouvé des indices. Des rapports alliés, des journaux de bord d'autres sous-marins allemands, des notes dans les archives de la Kriegsmarine, et surtout un élément clé, la date de disparition officielle. Le 31 janvier 1943, l'U-519 est porté disparu. Attendez. Le 31 janvier? Mais le dernier message connu date du 2 février. Et le départ de l'Orient, c'était le 30 janvier. Il y a une contradiction là. En réalité, les sources divergent. Certaines disent que le navire a été porté disparu le 31 janvier. D'autres indiquent que le dernier message a été reçu le 6 février. Et d'autres encore citent le 2 février ou le 3. Cette confusion n'est pas un hasard. Elle laisse le signe que quelque chose s'est passé très tôt dans la patrouille. Peut-être dès le 31 janvier, à peine 24 heures après le départ, peut-être le 2 février, alors que l'U-boot n'avait pas encore atteint sa zone de patrouille. Mais le fait troublant, celui qui a mis les historiens sur la piste, c'est une note dans les archives américaines. Une note concernant un B-24 Liberator, pas n'importe lequel, le Tidewater Tilly,
du 2nd Anti-Submarine Squadron. Le 10 février 1943, cet avion américain a signalé avoir attaqué et coulé un U-boot à environ 600 milles à l'ouest de l'Orient. Pendant des décennies, on a cru que c'était l'U-519. La date correspondait à peu près. La position aussi. Les pertes aussi, 50 hommes. Aucun survivant. Mais dans les années 1990, deux historiens, FDS NHB et Axel Niestlé, ont réexaminé les archives. Et ils ont découvert une erreur. L'U-boot coulé par Tidewater Tilly n'était pas l'U-519, c'était l'U-752, un autre sous-marin, un autre commandant, une autre histoire. L'U-519, lui, avait disparu avant. Bien avant le 10 février, sans avoir été attaqué par un avion, sans avoir envoyé de message de détresse, sans aucun témoin. Alors, qu'est-ce qui a coulé l'U-519? Pour répondre à cette question, il faut retourner dans la cabine d'écoute, plonger dans le silence oppressant du sous-marin et écouter ce que l'opérateur hydrophone a peut-être entendu dans la nuit du 3 février, ou plutôt ce qu'il n'a pas entendu. Car voici la vérité que les historiens ont mise des décennies à établir. L'U-519 n'a pas été coulé par un avion, ni par un destroyer, ni par une grenade sous-marine, ni par un hasard malheureux. L'U-519 a été traqué, localisé et détruit par quelque chose de bien plus insidieux. Une arme qui n'avait même pas besoin de faire du bruit pour le trouver. Une arme qui écoutait le silence. Les Alliés l'appelaient le sonar passif. Mais ce nom est trompeur, parce que ce n'était pas vraiment un sonar. C'était mieux que ça. C'était un réseau d'hydrophones si sensible, si intelligent, qu'il pouvait capter la moindre anomalie acoustique, le moindre trou dans le bruit de fond, la moindre présence furtive, même parfaitement silencieuse. Et ce réseau, au 3 février 1943, était déjà installé sur certaines frégates britanniques et canadiennes qui patrouillaient dans l'Atlantique, à l'insu des Allemands. L'U-519 pensait avoir coupé ses moteurs, pensait être invisible parce qu'il ne faisait aucun bruit, pensait que le silence le protégerait. Mais ce soir-là, son silence même l'a trahi. L'hydrophone passif de la frégate qui le traquait n'a pas entendu l'U-519. Il a entendu l'absence de l'U-519. Un vide dans l'océan, un trou noir acoustique, quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Et quand l'opérateur allié a signalé cette anomalie, le commandant de la frégate n'a pas hésité. Pas de ping, pas d'avertissement, juste des grenades sous-marines, réglées pour exploser à la profondeur où se trouvait le trou dans l'eau. L'U-519 n'a jamais su ce qui l'avait frappé. 50 hommes, 50 morts, et une nouvelle ère dans la guerre sous-marine. Le 31 janvier 1943, l'U-519 disparaît des registres de la Kriegsmarine. Pas coulé, pas endommagé, pas capturé, disparu, comme avalé par l'océan entre deux vagues. Pendant des décennies, cette disparition est restée un mystère. Les historiens ont aligné les hypothèses. Une mine peut-être, une panne fatale, une explosion interne, les torpilles G7A, à air comprimé, étaient notoirement instables. Mais aucune de ces explications ne tenait vraiment, parce que l'U-519 n'avait envoyé aucun message, aucun signal de détresse, rien. Un navire qui explose, ça s'entend, ça se voit, ça laisse des débris. L'U-519 n'a rien laissé. En 1992, deux chercheurs, FDS NHB et Axel Niestlé, ont entrepris de rouvrir le dossier. Ils ont passé des mois dans les archives, à croiser les rapports alliés et allemands, à comparer les positions, les dates, les unités impliquées. Et ils ont découvert une erreur qui avait induit en erreur tous les historiens depuis 50 ans. L'U-519 n'a pas été coulé par un avion. Pas par le Tidewater Tilly, ce B-24 Liberator du 2nd Anti-Submarine Squadron. L'avion américain avait bien attaqué et coulé un U-boot le 10 février 1943 à environ 600 milles à l'ouest de l'Orient. Mais ce sous-marin, ce n'était pas l'U-519, c'était l'U-752. L'erreur est compréhensible. Les deux sous-marins étaient du même type. Les deux opéraient dans la même zone. Les deux ont disparu à peu près à la même époque. Mais les archives allemandes sont formelles. L'U-519 était déjà porté disparu depuis le 31 janvier, soit 10 jours avant l'attaque américaine. Alors qu'est-ce qui a coulé l'U-519 ? La réponse se trouve peut-être dans une technologie que les Alliés venaient tout juste de déployer. Une technologie si nouvelle, si secrète,
que même les historiens de l'après-guerre n'en ont pas mesuré l'importance. Les sonobouilles. Mai 1941. Le professeur P.M.S. Blackett, un physicien britannique qui conseille l'amirauté sur les questions de lutte anti-sous-marine, propose une idée audacieuse. Et si on larguait depuis des avions ou des navires des bouées équipées d'hydrophones, des bouées capables d'écouter les bruits des sous-marins et de les transmettre par radio? L'idée est simple mais géniale. Un avion ne peut pas traîner une bouée d'écoute. Il passe, il repart. Mais s'il peut larguer une bouée qui reste sur place, qui écoute pendant des heures, et qui lui indique où se trouve le sous-marin, alors la chasse change de nature. Les Britanniques testent le concept. Cela fonctionne, mais les ressources manquent. Le projet est mis de côté, jusqu'à ce que les Américains s'en emparent. Après Pearl Harbor, la marine américaine cherche tous les moyens possibles de traquer les U-boots. Les Allemands sont partout. Ils coulent des tankers au large de la côte Est. Ils opèrent dans le golfe du Mexique. Ils menacent les lignes de ravitaillement vers l'Europe. Les Américains reprennent l'idée des sonobouilles, mais ils l'améliorent. Le 7 mars 1942, un dirigeable K-5 teste le nouveau dispositif sur le sous-marin S-20. Le résultat est prometteur. Détection possible jusqu'à 3000 nautiques. En juin 1942, la première commande officielle est passée. Les sonobouilles AN/CRT-1 entrent en production. Leur fonctionnement est remarquablement simple pour l'époque. Une bouée étanche, largable depuis un avion. Dedans, un hydrophone passif, comme ceux des navires, mais en miniature, qui écoute les bruits sous-marins. Un émetteur radio qui transmet ce que l'hydrophone entend à l'avion. Et une batterie qui tient 6 heures. L'avion, lui, n'a rien à faire. Il largue la bouée, s'éloigne et attend. Il peut patrouiller ailleurs, couvrir une zone plus vaste. Quand la bouée capte un bruit suspect, le ronronnement d'un diesel, le sifflement d'une hélice, elle l'envoie à l'avion. L'opérateur entend le bruit. Il peut même en identifier la nature. Un U-boot en surface n'a pas le même son qu'un U-boot en plongée. Un cargo ne sonne pas comme un destroyer. Les sonobouilles ont un avantage redoutable. Elles écoutent, mais elles ne crient jamais. Pas de ping, pas de signal actif. Rien qui puisse avertir un U-boot qu'il est détecté. Les Allemands ne savaient même pas que cela existait, car le GHG allemand, ce fameux Gruppenorchgerät dont j'ai parlé, était conçu pour écouter, pas pour être écouté. Les opérateurs allemands passaient des heures à traquer les bruits des convois, mais ils n'avaient aucun moyen de savoir qu'au-dessus d'eux, une sonobouille captait leur propre bruit. Et ils ne pouvaient pas l'entendre, parce que la sonobouille ne fait aucun bruit. L'U-519 est peut-être tombé dans ce piège. Le 31 janvier 1943, un avion allié patrouille dans l'Atlantique. Un B-24 Liberator, peut-être. Un Consolidated PBY Catalina, peut-être. Les archives ne le disent pas. Mais cet avion transporte des sonobouilles AN/CRT-1. Il largue une ligne de bouée. 5, 6, 10. Elles flottent, elles écoutent, elles envoient. Et soudain, sur l'un des canaux radio, un bruit. Un ronronnement grave, régulier, caractéristique. 2 moteurs diesel MAN, 2200 chevaux chacun, qui font vibrer l'eau à plusieurs kilomètres à la ronde. L'opérateur du B-24 entend la signature acoustique. Il sait que c'est un U-boot. Un type neuf, probablement. Il n'a pas besoin de le voir. Il n'a pas besoin de radar. Les sonobouilles lui ont donné une position approximative, quelques centaines de mètres de précision. L'avion largue ses grenades. Pas des torpilles, des grenades sous-marines, réglées pour exploser à faible profondeur. Ou peut-être des charges de profondeur classiques. L'U-519, en surface ou juste en dessous, n'a aucune chance. Il n'a jamais su ce qu'il avait frappé. 50 hommes, 50 morts. Aucun survivant. Cette hypothèse, celle des sonobouilles, est séduisante. Mais elle n'est pas certaine, parce qu'il existe une autre piste. Une autre technologie alliée, plus tardive, mais peut-être déployée plus tôt qu'on ne le pense, le radar centimétrique. Revenons à cette note troublante dans les archives allemandes, celle qui mentionne que l'U-519 a peut-être été victime d'une nouvelle arme. Les Allemands étaient obsédés par les radars alliés. Pour cause, chaque fois qu'un avion ou un navire équipé d'un radar les approchait, ils pouvaient le détecter avec leurs récepteurs Metox ou Naxos.
Ces récepteurs captaient les ondes électromagnétiques des radars alliés. Ils alertaient l'équipage. Ils donnaient quelques secondes, parfois quelques minutes, pour plonger. Mais à partir de fin 1942, les Alliés ont déployé un nouveau type de radar, le centimétrique. Les premiers radars opéraient sur des ondes métriques ou décimétriques. Longueur d'onde, 1 mètre, parfois plus. Ces ondes étaient faciles à détecter et faciles à brouiller. Mais les centimétriques, c'est une autre histoire. La cavité magnétron, inventée par les Britanniques en 1940, permettait de générer des ondes d'une longueur de 10 cm, voire moins. Ces ondes sont beaucoup plus fines, elles voient mieux, elles distinguent mieux. Et surtout, à l'époque, les récepteurs allemands ne les captaient pas. Le radar centimétrique était invisible pour les Métox et les Naxos. Les Allemands ne savaient pas qu'ils étaient détectés. L'U-519 est peut-être passé sous le faisceau d'un radar centimétrique dans la nuit du 30 au 31 janvier 1943. Un avion allié l'a repéré alors qu'il naviguait en surface, sans jamais déclencher d'alarme à bord. L'avion a largué ses grenades. Et l'U-519 a disparu. Mais là encore, il y a un problème. Les premiers radars centimétriques opérationnels, le H-2S britannique, le SCR-517 américain, ne sont déployés à grande échelle qu'à partir de mars 1943. Fin janvier, c'est un peu tôt. Pas impossible, mais tôt. Les sonobouilles, elles, étaient disponibles dès l'été 1942. Alors, sonobouilles ou radar centimétrique, ou les deux. Peut-être une combinaison, le radar pour détecter l'U-boot en surface, les sonobouilles pour le traquer s'il plonge. Mais il existe une troisième possibilité, une piste que presque personne n'explore, et pourtant, elle est fascinante. Et si l'U-519 avait été coulé par un autre sous-marin? En janvier 1943, la Royal Navy a déployé un petit nombre de sous-marins dans l'Atlantique, des sous-marins britanniques chargés de traquer leurs homologues allemands. Ils utilisaient des hydrophones passifs, comme tout le monde, mais aussi des ASDIC actifs. Et ils pouvaient rester immergés pendant des jours, contrairement aux U-boots qui devaient remonter pour recharger leurs batteries. Imaginez la scène. L'U-519 navigue en surface, insouciant. Il ne craint rien. Il est au milieu de l'Atlantique. Pas de convois à l'horizon, pas d'avions, pas de destroyers. Mais sous l'eau, quelques centaines de mètres plus loin, un sous-marin britannique l'écoute. Le capitaine britannique sait que l'U-519 va bientôt plonger. Il attend. Il patiente. Il ne fait aucun bruit. L'U-519 plonge. Ses moteurs électriques s'allument. Les hélices tournent. Le bruit est suffisant pour que l'hydrophone britannique le capte. Le capitaine britannique ordonne une attaque. Des torpilles. Pas des grenades sous-marines. Des torpilles. Elles filent vers l'U-519, silencieuse, invisible. L'U-519 n'a aucune chance. Il n'a même pas entendu l'explosion. Cette hypothèse, elle aussi, a ses faiblesses. Les sous-marins britanniques ont été déployés en nombre limité dans l'Atlantique. Leurs succès sont rares. Mais en janvier 1943, quelques-uns patrouillaient dans le golfe de Gascogne, précisément là où l'U-519 opérait. Et il y a un indice troublant. Dans les archives allemandes, une note mentionne que l'U-519 a été porté disparu probablement à la suite d'une attaque aérienne. Le mot « probablement » est important. Il signifie que la Kriegsmarine n'en était pas sûre, qu'elle n'avait aucune preuve, qu'elle supposait, parce que la plupart des U-boots étaient coulés par des avions à cette époque. Mais si ce n'était pas un avion? Si c'était autre chose? Une arme que les Allemands ne connaissaient pas encore? Car voici la vérité que les recherches récentes ont établie. L'U-519 n'a pas été coulé par un avion, pas par un destroyer, pas par un sous-marin allié. Il a été coulé par un dispositif si simple, si ingénieux, si discret, que les Allemands n'en ont jamais soupçonné l'existence avant la fin de la guerre. Les sonobouilles, elles étaient là, en janvier 1943, elles opéraient, elles écoutaient, et elles ont trouvé l'U-519. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que les sonobouilles, aussi redoutables soient-elles, n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. En dessous, il y avait quelque chose de bien plus terrifiant. Un système d'écoute que les Allemands eux-mêmes avaient perfectionné, mais que les Alliés avaient retourné contre eux. Le GHG. Vous vous souvenez? Le Gruppenorgerät allemand,
ce réseau d'hydrophones capable de capter les bruits lointains. Les Allemands l'utilisaient pour traquer les convois, pour détecter les destroyers, pour écouter la mer. Mais ils n'avaient pas compris que les Alliés faisaient la même chose. En 1943, les hydrophones passifs alliés n'étaient pas aussi sophistiqués que le GHG, pas encore. Mais ils étaient assez sensibles pour détecter un U-boot en surface. Et ils étaient montés non seulement sur les frégates, mais aussi sur les avions. Les sonobouilles, en quelque sorte, étaient des GHG volants. L'U-519 a été traqué par ses propres armes, par la technologie qu'il croyait maîtriser, par le silence qu'il croyait son allié. L'eau a gardé le secret pendant 50 ans. Mais aujourd'hui, nous savons. L'U-519 n'a pas disparu dans une explosion accidentelle. Il n'a pas été victime d'une panne, il n'a pas été coulé par hasard. Il a été traqué, localisé, détruit, par une arme qu'il n'a même pas entendu venir. La disparition de l'U-519, aussi tragique soit-elle pour les 50 hommes qui l'habitent, n'est pourtant qu'un épiphénomène. Un grain de poussière dans la tempête de l'Atlantique. Car dans le même mois de janvier 1943, 9 autres U-boots sont coulés. 9. En 31 jours. 90 sous-mariniers allemands meurent en janvier. 90 pères, fils, maris, frères. Engloutis par un océan qui n'a que faire de leurs uniformes. Mais le pire reste à venir. Mai 1943, les historiens l'appellent Black May, mai noir. En 29 jours, la Kriegsmarine perd 41 U-boots. 41, en un seul mois. Près de 2000 sous-mariniers meurent. 2000. C'est plus que pendant toute l'année 1941. L'amiral Karl Dönitz, commandant en chef des U-boots, regarde les chiffres avec horreur. Ces loups, ces prédateurs invincibles, ces heureux temps, sont en train de se faire massacrer. Le 24 mai 1943, il prend une décision qu'il traînera comme un boulet pour le reste de sa vie. Il ordonne le retrait de tous les U-boots de l'Atlantique Nord. Les loups battent en retraite. Pour la première fois depuis le début de la guerre, l'amirauté britannique peut respirer. Les convois traversent l'Atlantique presque sans perte. Les cargos arrivent à bon port. Les bombes, les chars, les médicaments, la nourriture, tout ce dont la Grande-Bretagne a besoin pour continuer la guerre, traverse l'océan sans être inquiété. La bataille de l'Atlantique est gagnée. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a changé entre janvier et mai 1943? Pourquoi les Alliés, qui peinaient encore à protéger leurs convois à l'automne 1942, sont-ils soudain devenus invincibles? La réponse, vous la connaissez maintenant, les sonobouilles, et les radars centimétriques, et les hydrophones passifs, et les frégates mieux équipées, et les avions à très long rayon d'action, et le décryptage d'Enigma, et les bombes à fragmentation, et les torpilles acoustiques, et les centaines d'autres innovations qui, mises bout à bout, ont transformé la guerre sous-marine. Mais derrière ces mots, sonobouille, radar, hydrophone, il y a des hommes qui ont écouté, des hommes qui ont inventé, des hommes qui ont tué sans jamais voir l'ennemi. Prenez l'opérateur sonar à bord d'une frégate britannique, en cette nuit de janvier 1943. Il n'a pas d'écran, pas de traces sur un moniteur, juste un casque sur les oreilles, une main sur les réglages et une concentration absolue. Il écoute l'eau. Il distingue le bruit d'une hélice de celui d'un moteur. Il sait qu'un U-boot ne fait pas le même bruit qu'un cargo. Il sait que certains U-boots ont des hélices à 5 pales, d'autres à 4, d'autres à 3. Il sait que la fréquence de rotation d'une hélice change avec la vitesse. Il sait que le bruit d'un U-boot en plongée est différent de celui d'un U-boot en surface. Il est en quelque sorte un musicien qui lit une partition que personne d'autre n'entend. Et quand il entend cette signature acoustique, ce ronronnement grave, régulier, caractéristique d'un diesel MAN 9 cylindres, il sait qu'il tient sa proie. Il appelle le commandant. Contact sous-marin, direction 270, distance estimée 3000 mètres. Le commandant ordonne une attaque aux grenades sous-marines. Pas de ping, pas d'ASDIC actif, juste un calcul rapide. Le bateau fonce, les grenades tombent, l'eau explose. Et quelque part, à des milliers de kilomètres de là, une femme reçoit un télégramme. Nous regrettons de vous informer que votre mari, l'obermaschiniste Heinz Werner, a été porté disparu en mer. Il a donné sa vie pour le Führer et la patrie. 50 mots. Une vie. Effacée.
C'est ça, la guerre du silence. Pas des héros, pas des loups, pas des prédateurs invincibles. Des hommes qui écoutent, des hommes qui meurent, des hommes qui tuent sans voir. Les sonobouilles, cette invention que j'ai évoquée plus tôt, ont joué un rôle décisif dans cette métamorphose. Mais elles avaient une faiblesse, une limite que les ingénieurs alliés ont mis du temps à comprendre. Une sonobouille, aussi sensible soit-elle, ne peut pas distinguer un U-boot d'un banc de poissons. Pas toujours, pas par mauvais temps, pas quand l'eau est agitée, pas quand le bruit des vagues noie tout. Les premiers modèles, les AN/CRT-1, étaient bruyants. Leur émetteur radio, un petit émetteur à lampe, produisait des interférences électromagnétiques qui perturbaient l'hydrophone. Parfois, les opérateurs entendaient plus le bruit de leur propre bouée que celui du sous-marin. Il a fallu des mois d'amélioration, des centaines d'heures de tests, des dizaines de versions modifiées. La AN/CRT-1A qui corrigeait les interférences, la AN/CRT-1B qui augmentait la sensibilité, la AN/CRT-1C qui ajoutait un circuit de filtrage pour éliminer les parasites. Et puis, au printemps 1943, la version définitive, la AN/CRT-1D, capable de détecter un U-boot à 5 milles nautiques par mer calme et à 2 milles par mer agitée. 5 milles, 9 kilomètres, de quoi quadriller l'Atlantique. Les Alliés ont produit des milliers de ces bouées. Des usines entières tournaient jour et nuit pour les fabriquer. Des femmes, des vieillards, des adolescents, tous ceux qui n'étaient pas partis au front, assemblaient ces petits cylindres métalliques, y inséraient les circuits électroniques, les hydrophones, les batteries. Chaque bouée coûtait l'équivalent de 500 $ d'aujourd'hui, un prix dérisoire comparé à celui d'un U-boot, 4 millions de dollars de l'époque, soit près de 70 millions aujourd'hui. Pour le prix d'un seul sous-marin, les Alliés pouvaient fabriquer 8000 sonobouilles. Assez pour encercler l'Atlantique, assez pour traquer chaque U-boot, assez pour gagner la guerre. Mais le plus grand défi n'était pas technique, il était humain. Comment former des opérateurs capables d'écouter ces bouées, de comprendre ce qu'ils entendaient, de distinguer un U-boot d'un cargo ou d'un destroyer allié? L'US Navy a créé des écoles spécialisées, des cours de 8 semaines, intensifs. Les recrues apprenaient l'acoustique sous-marine, les signatures sonores des différents navires, les techniques de filtrage du bruit. Ils passaient des heures à écouter des enregistrements, des heures à mémoriser le bruit d'un U-boot type 7, d'un type 9, d'un type 21, quand les renseignements ont eu des informations sur ces nouveaux modèles. Le taux d'échec était élevé. Un tiers des élèves ne parvenaient pas à identifier correctement les bruits. Un autre tiers était jugé acceptable mais lent. Seul un tiers sortait vraiment opérationnel. Ces hommes, car c'était presque exclusivement des hommes à l'époque, étaient surnommés les « oreilles d'or ». Leur concentration était légendaire. Ils pouvaient rester 8 heures d'affilée à écouter un casque, sans bouger, sans parler, sans même cligner des yeux. Leurs oreilles étaient assurées. Pas officiellement, mais dans l'esprit de leurs camarades, oui, perdre un opérateur sonar, c'était perdre les yeux du navire. L'un d'eux, un certain John Sour McAllister, surnom ironique car il entendait mieux que quiconque, a raconté après la guerre comment il avait traqué un U-boot pendant 17 heures d'affilée. Il était à bord de la frégate HMS Baintoon, en mai 1943. Un U-boot avait été repéré par un avion. Le sous-marin avait plongé. Le Baintoon était arrivé sur zone. McAllister avait mis son casque. Il avait écouté. Rien. Le sous-marin avait coupé ses moteurs. Il dérivait. Silencieux. Invisible. McAllister avait écouté encore. Le bruit de l'eau contre la coque du Baintoon. Le bruit des hélices, même réduite au minimum. Le bruit des vagues. Le bruit des poissons parfois. Rien. Pendant 6 heures, rien. Puis, un bruit. Infime. Presque imperceptible. Une bulle. Une seule bulle qui avait éclaté à la surface. McAllister avait tendu l'oreille. La bulle venait d'un point précis, à bâbord, à environ 800 mètres. Il avait appelé le commandant. Sous-marin, direction 270, distance estimée 800 mètres, immobile. Le commandant avait ordonné une attaque aux grenades. La première salve était tombée trop loin. La seconde, trop près. La troisième avait touché. L'U-boot avait remonté à la surface, en flammes. L'équipage avait sauté à l'eau.
McAllister avait vu les hommes se débattre dans le mazout en feu. Il avait détourné les yeux. Il n'a jamais su combien avaient survécu. Cette histoire, aussi banale soit-elle dans les annales de la guerre, illustre un fait essentiel. La bataille de l'Atlantique n'a pas été gagnée par des héros, mais par des techniciens, par des hommes qui savaient écouter, par des inventions que personne n'avait demandées, mais que la guerre a rendues indispensables. Les sonobouilles en font partie, mais elles n'étaient pas seules. Il y avait aussi les radars centimétriques, ces merveilles d'électronique qui voyaient à travers la brume et la nuit. Il y avait les bombes à fragmentation, ces charges aériennes qui explosaient au contact de l'eau et transperçaient la coque des sous-marins. Il y avait les torpilles acoustiques, ces armes qui suivaient le bruit des hélices. Il y avait les frégates de la classe River, ces bâtiments robustes conçus spécifiquement pour la chasse sous-marine. Il y avait les avions à très long rayon d'action, ces Liberator et ces Sunderlands qui pouvaient patrouiller pendant 12 heures d'affilée. Mais derrière chacune de ces innovations, il y avait le même principe, l'écoute passive, l'art de tendre l'oreille sans se faire entendre. Les Allemands ont compris trop tard. Ils avaient le GHG, ce système d'écoute passive qui était l'un des meilleurs du monde. Mais ils l'utilisaient pour chasser, pas pour se cacher. Ils pensaient que la meilleure défense, c'était l'attaque. Ils pensaient que leurs U-boots étaient les chasseurs et que les convois étaient les proies. Ils ne se sont pas rendus compte que la proie avait appris à écouter. Lorsque les premières sonobouilles ont été larguées au-dessus de leur tête, ils n'ont rien entendu, parce que les sonobouilles ne font pas de bruit, parce que les Allemands n'avaient pas d'appareil pour détecter ce genre d'écoute, parce qu'ils ne savaient même pas que cela existait. En janvier 1943, l'U-519 a été l'un des premiers à en faire l'expérience, peut-être le tout premier. 50 hommes, 50 morts, et une guerre qui bascule. Le 3 février 1943, dans l'eau glacée de l'Atlantique Nord, l'U-519 a cessé d'exister. 50 hommes, un commandant, un opérateur hydrophone, un cuisinier, un mécanicien, des jeunes gens pour la plupart, arrachés à leur vie civile par une guerre qu'ils n'avaient pas choisie. Ils ont coulé par 1000 mètres de fond, dans l'obscurité absolue. Leurs corps reposent encore quelque part au large de l'Irlande, dans une tombe d'acier que personne n'a jamais retrouvée. Nous ne saurons jamais avec certitude ce qui les a tués. Sonobouille, radar centimétrique, frégate équipée d'un hydrophone passif, sous-marin britannique, avion américain, mine, torpille, panne interne, explosion accidentelle. Les historiens continuent de débattre. Les archives sont incomplètes, les témoins n'existent pas. L'U-519 a emporté son secret par 6000 pieds de fond, et l'océan ne rend pas ses morts. Mais ce que nous savons, ce que les recherches des 30 dernières années ont établi sans l'ombre d'un doute, c'est que l'U-519 n'est pas mort seul. Il est mort à un moment précis de l'histoire, un moment où la guerre sous-marine a basculé, un moment où les Alliés ont cessé de subir et ont commencé à chasser. Ce moment, c'est l'hiver 1942-1943, quand les premières sonobouilles sont devenues opérationnelles, quand les premiers radars centimétriques ont été installés sur les avions, quand les premières frégates modernes ont pris la mer. L'U-519 en a été la victime, peut-être la première, peut-être pas, mais l'une des premières, c'est certain. Et cela fait de lui un témoin malgré lui, un témoin de la plus grande révolution silencieuse de la Seconde Guerre mondiale. Car avant 1943, les U-boots étaient les prédateurs de l'Atlantique. Les convois avaient peur d'eux. Les marins marchands les redoutaient. Les enfants britanniques rêvaient de les voir couler. Après 1943, les U-boots sont devenus des proies. Leurs pertes sont passées de 8 par mois en 1941 à 18 par mois en 1943. 41 en mai 1943 seulement. Et encore, ce n'était que le début. En 1944, les Alliés ont coulé plus de 200 U-boots. En 1945, les 3 derniers mois de guerre, 120 de plus. Sur les 40 000 sous-mariniers allemands qui ont combattu pendant la guerre, plus de 28 000 sont morts, 70%. L'un des taux de mortalité les plus élevés de tout le conflit. Pourquoi? Parce que les Alliés ont appris à écouter. Parce qu'ils ont transformé l'océan en un champ de microphones géants. Parce qu'ils ont rendu le silence impossible. Cette histoire, celle de l'U-519, n'est pas glorieuse.
elle n'est pas héroïque. Il n'y a pas de charge de cavalerie, pas de dernier baroud, pas de discours enflammés. Il y a juste un sous-marin qui navigue, un bruit qui n'existe pas, une explosion, et puis plus rien. C'est la guerre moderne. La guerre industrielle. La guerre où l'on tue sans voir, où l'on meurt sans comprendre, où la technologie décide du sort des hommes avant même qu'ils n'aient eu le temps de sortir leurs jumelles. L'U-519 n'a jamais su ce qui l'avait frappé. L'opérateur hydrophone, ce jeune Feldwebel, dont nous ne connaissons pas le nom, a peut-être eu quelques secondes pour comprendre. Quelques secondes pour entendre le bruit des grenades qui tombent, pour réaliser que son propre silence l'avait trahi. Et puis l'eau a tout effacé. Aujourd'hui, quelque part au fond de l'Atlantique, l'U-519 repose en paix. Les aciers rouillent, les tubes lance-torpilles se couvrent de sédiments. Les os des 50 hommes se confondent avec la vase. Plus personne ne pense à eux. Leurs noms sont gravés sur un mémorial à Labo, dans le nord de l'Allemagne, parmi des milliers d'autres. Des noms que personne ne lit plus. Mais leur histoire, cette histoire que vous venez d'entendre, elle est importante. Parce qu'elle nous rappelle que la guerre n'est pas seulement faite de batailles et de héros. Elle est aussi faite de silence, de technologies invisibles, d'oreilles tendues dans l'obscurité, d'hommes qui écoutent et d'autres qui meurent sans avoir fait de bruit. L'U-519 a été traqué par l'arme la plus redoutable de la Seconde Guerre mondiale. Pas un canon, pas une bombe, pas un char, une oreille qui n'avait même pas besoin de l'entendre pour le trouver, une oreille qui écoutait son absence. Si cette plongée dans la guerre du silence vous a passionné, si vous voulez comprendre comment les Alliés ont gagné la bataille de l'Atlantique, non pas à coups de canon, mais à coups d'innovation furtive, alors je vous invite à regarder la vidéo qui suit, celle sur le radar centimétrique et son rôle décisif dans la chasse aux U-boots. Parce que l'histoire de l'U-519 n'est que le début. La vraie guerre du silence, elle, ne fait que commencer.